Ah, merci et un bravo tout particulier à ceux qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir jusqu'ici. Pour ma part, ça a été un petit peu plus simple. J'ai pris l'ascenseur depuis le 7e étage et je vous retrouve ici. Mesdames, Messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir en ce 24 mai 2023, date qui marque le premier anniversaire de la Journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail, à cet événement donc que l'Affaire Genève organise, en partenariat avec les associations Résilience et Structurelles. Ce plaisir est d'autant plus grand que notre fédération fait partie des organisations qui, dès le début, ont soutenu le lancement de cette journée et qui ont voulu porter avec d'autres un message autour de la nécessité d'agir ensemble. J'ai eu l'occasion et la joie de rencontrer Joëlle Payom, la fondatrice de Résilience, à une époque où cet événement était encore dans sa phase de conception. Aujourd'hui, je constate que le chemin parcouru est considérable et surtout qu'il porte ses fruits. Je tiens donc ce soir à remercier et surtout à féliciter les associations Résilience et Structurelles pour leur travail et leur engagement en faveur de thèmes qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de notre société. Les missions qui sont poursuivies par ces organisations et par cette journée sont nobles et elles maintiennent à l'agenda des priorités, des problématiques qui nous concernent toutes et tous. Cela se doit d'être souligné et salué. L'Affaire Genève est fière de soutenir de telles initiatives car nous avons à cœur de sensibiliser et d'informer nos membres et nos partenaires sur l'ensemble des enjeux qui les concernent et l'inclusion ainsi que le harcèlement dans le monde du travail en font bien évidemment partie. Cette sensibilisation passe également par la conduite d'une réflexion continue sur l'évolution de notre société, une réflexion qui se situe au cœur de nos missions, mais aussi par la promotion du dialogue social, un dialogue social qui contribue pleinement à l'équité et à l'inclusion des travailleuses et des travailleurs. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, l'événement de ce soir s'inscrit dans ces différentes logiques et je suis convaincu qu'il contribuera à la recherche de solutions que nous devons tous et toutes mener ensemble. Il faut tout de même reconnaître que l'inclusion, et plus particulièrement le harcèlement dans le monde du travail, sont des sujets vastes et complexes, vous le savez tout aussi bien que moi. Pour ma part, je ne vais pas mettre en avant des chiffres pour illustrer l'ampleur du phénomène. Je souhaite ce soir davantage insister sur un autre cadrage de la problématique, un cadrage qui nous permet de dire que les entreprises qui prennent des mesures concrètes pour créer des environnements de travail inclusifs et équitables sont plus performantes que les autres. Ces mêmes entreprises bénéficient par extension d'une meilleure réputation, une réputation à laquelle les nouvelles générations accordent de plus en plus d'importance au moment de trouver un emploi, réputation encore plus importante dans cette période de plein emploi et de pénurie de main-d'œuvre. Ces entreprises sont également confrontées à des turnovers moins importants car elles attirent non seulement des talents, mais les retiennent également. Dernier point, mais pas des moins importants, les entreprises qui favorisent la diversité et l'inclusion ont tendance à être plus innovantes et plus créatives, ce qui est un atout crucial dans un contexte de concurrence de plus en plus accrue. Pourquoi est-ce que j'ai souhaité mettre en lumière ces différents points ? La raison est simple. Ces quelques constats nous rappellent que l'humain est au cœur de la performance des organisations. Il est donc vital de tout mettre en œuvre pour favoriser l'inclusion et pour lutter contre toutes les formes de harcèlement que nous rencontrons sur nos lieux de travail. C'est de cette manière que nous pourrons développer un état d'esprit propice au bien-être et à l'épanouissement individuel, un état d'esprit grâce auquel les performances de nos entreprises pourront être augmentées. Mais surtout, c'est de cette manière que nous pourrons faire de l'inclusion une réalité dans le monde du travail. Car oui, des progrès sont encore bel et bien possibles, pour ne pas dire indispensables, et des solutions existent. Elles seront abordées ce soir. Je pense que vous les avez déjà abordées au cours de la journée pour ceux qui ont passé toute la journée sur ces thèmes fondamentaux. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en soulignant une chose qui me réjouit.
votre présence est nombreuse ce soir et vous venez du monde entier. Cette présence reflète votre intérêt pour cette journée, pour les thématiques qu'elle met à l'honneur, mais surtout, elle démontre votre volonté d'agir. Alors, profitez de cette soirée car chacun et chacune d'entre nous, à son niveau, à sa manière et par ses actions, contribue à la construction de la société d'aujourd'hui et de demain. Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée. Mesdames et messieurs, je suis extrêmement ravie de vous accueillir ce soir et je vous adresse mes salutations les plus chaleureuses. Mon nom est Joëlle Payom, fondatrice de Résalience, l'association à l'origine de cette journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail. La diversité est un fait. L'inclusion est un choix. Plus que ça, l'inclusion est un processus continu pour faire en sorte que chaque individu, quelles que soient ses différences visibles ou invisibles, soit respecté dans son intégrité et puisse bénéficier des mêmes droits, être traité avec équité, afin de pouvoir exprimer pleinement son potentiel. Mais ce processus ne se produit pas naturellement et nécessite une intervention externe pour éliminer les nombreuses barrières qui entravent le chemin. Le nom de ces barrières, le harcèlement et les discriminations sous toutes leurs formes. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail, près de 23% des personnes en emploi dans le monde ont été victimes de violences au travail ou de harcèlement. Mais seulement la moitié d'entre elles en ont parlé, considérant cela comme une perte de temps ou par peur pour leur réputation. En Europe, les derniers chiffres qui datent de 2018 mentionnent 6 femmes sur 10 qui seront harcelées sexuellement durant toute leur carrière professionnelle. 6 femmes sur 10, imaginez-vous, de 18 ans à 65 ans. Un homme sur 10 subit du harcèlement sexuel, on n'oublie pas les hommes, selon les chiffres. Si vous trouvez ces chiffres alarmants, l'impact financier est également conséquent. Le gouvernement français estime que les discriminations dans le monde du travail représentent un manque à gagner de 150 milliards d'euros par an, soit 7% du PIB français. On peut extrapoler ce chiffre à tous les pays. Une analyse américaine indique que le coût moyen du harcèlement pour les entreprises s'élève à 22 500 $ par an et par employé, sans inclure les éventuels frais de justice et les coûts indirects tels que la perte de productivité. En Irlande, 1,7 million de jours de travail sont perdus chaque année en raison de faits de harcèlement, représentant une facture de 239 millions d'euros. En Israël, ce chiffre a été évalué à 250 millions d'euros, enfin pas d'euros, 250 millions par an. Selon le Bureau international du travail, le coût du stress dans les pays industrialisés représente entre 3 et 4% du PIB. Alors en Suisse, c'est exactement le chiffre de 3% qui est ressorti dans une étude de 2018 concernant le coût humain de la santé au travail. 3% du PIB suisse, c'est l'équivalent d'un peu plus de 10 milliards de francs. Et selon une autre enquête, le harcèlement est en cause pour 31% des personnes dites stressées au travail ou en burn-out. Je vais m'arrêter là pour les chiffres. Nous avons tous compris que le harcèlement sous toutes ses différentes formes est un fléau qui gangrène les organisations de travail et perturbe l'équilibre de notre société, voire celui du monde entier. Le mouvement MeToo qui a déferlé en 2018 a permis la libération de la parole de nombreuses victimes. Cependant, selon les études, 50 à 70% des cas restent encore dans l'ombre, non rapportés. Autant dire que les chiffres mentionnés précédemment, bien qu'alarmants, ne reflètent pas la véritable ampleur du problème. Mais face à ces chiffres, nous sommes résolument optimistes et nous reconnaissons que le changement est en marche.
mais il se produit encore trop lentement. 132 ans. C'est le nombre d'années qu'il faudrait pour combler l'écart en matière d'égalité entre hommes et femmes, selon le Forum économique mondial. 132 ans. Nous ne pouvons pas continuer à dire à la moitié de l'humanité qu'elle devra patienter encore 132 ans. De même, au-delà de la question du genre, nous ne pouvons pas laisser perdurer les discriminations qui touchent tous les autres aspects de l'identité d'un individu, que ce soit son âge, son orientation sexuelle, ses croyances religieuses, son origine ethnique, son état de santé, etc., etc. Et bien souvent, ces discriminations s'entremêlent, s'entrecroisent, ce qui amplifie leur impact sur celles et ceux qui en sont les cibles et rend plus complexe la prise en charge et la résolution des cas. Il est important de le rappeler, le harcèlement au travail porte gravement atteinte à l'intégrité des êtres humains, causant des traumatismes dont on ne guérit jamais complètement. Ces comportements brisent des vies et leurs conséquences se font également sentir au sein même des organisations où ils se produisent et à travers le reste de la société. Nous ne pouvons pas demander à un individu d'effacer une partie de son identité, de ce qui fait de lui un être humain unique, pour avoir simplement le droit d'exercer le métier qu'il a choisi, pour lequel il possède toutes les compétences nécessaires. Lancer une initiative pour instaurer la Journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail est essentiel. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, vous l'avez écouté dans la vidéo d'introduction. C'est essentiel parce que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'ONU en 1948. C'est essentiel parce que l'inclusion, qui consiste à mettre en pratique ce même principe d'égalité des droits, demande que la société accepte les individus dans leur singularité, plutôt que d'exiger de l'individu qu'il dépense son énergie à essayer de se conformer ou de se transformer en ce qu'il n'est pas. La Journée internationale du 24 mai est dédiée à la lutte contre le harcèlement et à la promotion de l'inclusion dans le monde du travail. Cette journée encourage à la fois les employés et les employeurs à faire face à ce problème et à réfléchir ensemble aux actions à mettre en œuvre pour préserver notre atout le plus précieux, l'être humain dans toute sa diversité. Cette journée internationale est spéciale car elle met en lumière à la fois le problème et la solution dans la même phrase. Le harcèlement et l'inclusion font partie d'un tout indissociable. L'un est la conséquence de l'absence de l'autre. Les deux ne peuvent être considérés séparément. De même, la performance des organisations de travail ne peut être déconnectée du bien-être des personnes qui y travaillent. Cette performance ne peut pas se faire au détriment des individus. C'est l'inclusion réelle de l'ensemble des individus qui constituent la diversité humaine qui crée l'équilibre, jouant le rôle de pierre angulaire entre bien-être des individus et performance des organisations. Et c'est cette volonté d'union qui porte notre initiative du 24 mai. Une union autour de valeurs humanistes, l'union dans le respect des différences, car ce sont ces différences qui génèrent de la créativité, de l'innovation, et c'est cette complémentarité entre les êtres humains qui permet la survie de notre humanité. Il est donc temps de capitaliser sur ce qui nous unit afin de construire ensemble un monde du travail plus sain, plus équitable et donc plus performant. Rejoignons-nous dans cette cause commune afin de créer un avenir où chaque individu puisse être respecté dans ses différences, valorisé et contribuer ainsi à un monde meilleur. Et comme l'ont confirmé de nombreuses personnes et organisations qui se sont ralliées à cette initiative, et certaines sont là, une telle journée a non seulement du sens, mais elle est nécessaire, voire primordiale, pour changer les mentalités et faire progresser notre humanité dans la bonne direction.
Maintenant, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers les premiers soutiens de notre démarche. Je pense en premier à Madame Micheline Calmiret, marraine suisse de cette initiative qui est présente ce soir, Olivier Sando et la Fédération des entreprises romandes de Genève qui nous accueillent dans ce magnifique auditorium. Je pense également à la Haute École de gestion de Fribourg qui nous a donné une plateforme pour le lancement de la journée le 24 mai 2022 et ainsi qu'à tous les autres soutiens de la première heure et ceux qui ont suivi depuis. Un grand merci aux sponsors, notamment Résalliance, Structurel, faut dire. Faut pas tout dire. L'affaire Genève, le cabinet d'architecture Knight, AC Mentoring, HR Guides, Science for Sustainable Future, la galerie iLab, dont vous avez déjà pu apprécier quelques œuvres et vous pourrez encore le faire pendant le cocktail, ainsi que tous les donateurs et donatrices qui ont permis à cet événement de voir le jour. Je ne peux malheureusement pas citer le nom de tout le monde. Et avant de continuer et de finir et de te passer la parole, Maya, j'ai failli oublier ce grand monsieur. Vous l'avez aperçu dans la vidéo tout à l'heure. Il s'agit de Filippo Di Borgio. Vous ne le connaissez pas personnellement, mais vous avez entendu probablement parler de son histoire, parce que son histoire a été à l'origine du film Les Intouchables, qui a été oscarisé et puis qui a donné lieu à diverses versions aux États-Unis et partout dans le monde. Ce grand monsieur, j'ai eu la chance de le rencontrer en 2019. Je n'avais pas encore créé Résalliance. Et il fait partie de ceux qui ont inspiré tout ce que je suis en train de faire. Malheureusement, pour des problèmes de santé, il n'a pas pu être là. Donc, je tenais quand même à ce qu'il soit présent et j'ai promis qu'il serait présent parmi nous avec une phrase. Donc j'ai une pensée très forte pour lui. Et comme je disais, je peux malheureusement pas citer tout le monde, mais voilà, on a plus d'une cinquantaine d'organisations qui nous suivent sur cette initiative. Ce que je veux dire, et ce que je veux vous dire à tous ce soir, c'est que ensemble, autour du 24 mai, nous avons construit une véritable communauté d'individus engagés, de partenaires dévoués et d'organisations bienveillantes. C'est votre soutien inébranlable qui est une source d'inspiration et qui nous pousse à aller toujours plus loin. Et ensemble, nous sommes une force qui ne peut être ignorée. Votre présence et votre engagement ce soir témoignent de l'importance de notre cause commune. Et à travers cette alliance autour de valeurs fortes, nous pouvons véritablement créer un impact positif dans le monde et promouvoir un avenir plus respectueux de toutes les différences, plus équitable et plus inclusif pour les générations actuelles et futures. Merci encore à toutes celles et ceux qui ont apporté leur soutien, leur temps et leur énergie à cette initiative. Merci aux membres de Résalliance et aux membres de Structurel qui ont contribué. Et pour finir sur les remerciements, je voudrais dire un merci tout particulier à elle, Maya Dougou, fondatrice de Structurel, qui porte cette initiative avec moi depuis le début. Maya, nos chemins ne se sont pas croisés par hasard. Notre partenariat signifie bien plus à mes yeux. Et pour moi, il incarne la beauté de la sororité en action. Et comme dit le proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais j'irai encore plus, ensemble c'est beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus agréable, c'est magnifique. Merci, je te passe la parole. Bon, allez, vas-y. Ça, c'est du sabotage. Après, la voix tremble. I have the mission I will switch to English so we can also respect the International Day. I have the mission, I'm sorry for the translator because I haven't sent the papers. Sorry. I will speak slowly. So, I have the mission to explain why the 24th of May and why is it specific day and not covered by another international day. So you have a lot of really official international days. You have also other international days. La journée des nains de jardin. For example, our intention is to write this day in the official UN days.
because we think that this day is not included in the days that the UN is organizing, or is partially in other days. We have the 1st of May, which is the day to work, but this is more physical security. We do not have the inclusion in this day. Then we have the day against racism, but this is also not enough. We have the 16 days against violence against women, and there is one intention now to take this specific topic and to put this there. And we think we need to address this. It's not a woman topic, it's an individual topic. This is why we think we need to take this day out of these days and to make a specific day about that. The costs, the numbers, Joël explained to you. We also choose one topic, performance. So, performance is, I made some things here in written. So we start here in Switzerland. Switzerland is the country of the fundamental rights. We have international institutions. Geneva is well known on the international sphere. So this is important for us to start here. But we also know that there is also New York. We will try to go to New York next year to invite us there to address the topic. And the next year we will come back to Geneva, and 1 or 2 years we will switch. So this is the plan. We will do it. Let's just explain the topic of performance. We are in Switzerland, and you all know the Swiss knife. You know, you have everything on this. You have bigger, smaller, with some tools, with other tools, tools that you need to be creative to use. And this is also the same topic like with the performance. You have performance that you can measure, time. For big sportive performance, some microseconds are the key of success. But you have this external, internal performance, individual, group, social performance. You have a lot of different perspectives of performance. We are interested in all these specific topics. And we do not need to forget that in the Swiss knife, this is also about innovation, about the trademark, about values, about all of that. And in the world of work, we need the same definitions. And what is here the point is that the Swiss knife is a knife. So it means it has two sides. And the performance needs to be considered in the whole thing. Who is using that? Is that a pressure or is that a success? When do you start to measure it? And this is why we choose this specific topic regarding to performance, and we will invite all of our 50 different international supporting groups to develop some activities during this year till New York about the topic performance. And now I need to welcome on stage our speaker in a conversation with Joël. This is the part of humor. C'est juste école. Très bien. So you can... On peut welcome on the stage notre marraine de la toute première heure, de la toute première année. Bienvenue, Madame Micheline Calmiret. Prenez sans autre place.
Donc, this is our former president of the Swiss Confederation. She was several years president. She's a political woman, but not only. She makes a lot of different things. She is now also engaged in some association for equality and rights in the sporting area. And she will be there for the policymaker. How do they perceive all the questions? Donc, merci d'être avec nous. Prenez sans autre place. J'attends les autres. On va inviter les autres. On peut changer de slide. Gaia. Voilà. Welcome, Gaia, to us. Gamanwage. Gamanwage, yes. She comes from the World Health Organization because it's also a question about health, public health, not only me, myself, and my health. It's a question about health, public health. And she will explain to us what does it mean, how it works. And thanks for being with us. Then we go further. Eleanor Nwandiobi. She is the president, like you can see. The president from the International Association of Medical Women. And this is also a beautiful pleasure to have you with us. She also had a mandate on the World Organization for Work, OIT, Organisation Internationale du Travail. And thanks for being also here with us. And the last, Tal Schibler. He's the president of the Fondation Foyer Handicap. Like you can hear, it's about also the diseases, and he will also address the whole personality with the visible and invisible difficulties. So thank you, everybody. Joël will have a beautiful conversation with you. Be careful as it goes back. It's mobile. It's mobile, so you can. Yes, voilà. Are you comfortable? Is it okay? Yeah. Something important. Water. It's fine. It's fine. We will. We're fine, thank you. If we start coughing, you can give it to us. There's no reason why you should start coughing. Okay, so again, thank you so much for being there. I know you are all really busy people, and we really appreciate your presence here tonight. The very first question will be addressed, of course, to our godmother. Sorry, I'm talking in English, but I'm supposed to talk in French. Bon, voilà. La première question sera adressée à Micheline Calmiret. Micheline Calmiret, nous le disions, vous êtes la marraine suisse de la première personne à avoir accepté de jouer ce rôle. Alors, une première question très évidente. Pourquoi avez-vous accepté d'être la marraine de cette initiative? Et en quoi cette célébration vous parle-t-elle? Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir organisé cette journée internationale. Il faut dire que l'inclusion, la diversité, c'est quelque chose que nous connaissons bien en Suisse, puisque nous cohabitons avec des Suisses alémaniques et des Suisses italiens et des Romanches. Et par conséquent, c'est quelque chose qui exige de nous un certain effort de façon à pouvoir coexister harmonieusement. Et la deuxième raison, c'est parce que la question de la lutte contre le harcèlement, pas seulement d'ailleurs dans le monde du travail, mais dans toutes les sphères de la société, est quelque chose d'assez courant. C'est un phénomène qu'on rencontre à peu près partout. Et je lisais le titre d'un journal local qui s'appelle Le Courrier récemment, il y a 2 jours,
comme quoi le personnel dans les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie à Genève subissait du mobbing et subissait du harcèlement, et que c'est systémique. On racontait le cas d'une personne étrangère qui est venue travailler en Suisse dans le secteur et qui a subi pendant des années le harcèlement, le mobbing de son chef de rang, qui même allait jusqu'à se toucher sexuellement devant elle, et qui la menaçait, comme elle n'avait pas de permis légal de travail, et qui la menaçait de la renvoyer si elle disait quoi que ce soit. Donc c'est un phénomène relativement courant que j'ai expérimenté dans mes fonctions. J'ai été chef d'administration publique assez importante, et j'ai connu des cas de harcèlement dans ces administrations. J'en connais aujourd'hui comme présidente de la Fondation éthique de gymnastique. Je préside une fondation éthique de gymnastique qui a été créée dans le cadre de la Fédération internationale de gymnastique. Et vous savez que dans le monde du sport, les questions de harcèlement psychologique, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel ont fait la une des médias et sont relativement fréquentes. Excellent. Alors, vous parliez justement, après cette vie bien chargée en politique, je vais quand même le redire, Madame Calmiret a été élue par 2 fois, en 2007 et en 2011, comme présidente de la Confédération. Elle a été l'équivalent de ministre des Affaires étrangères, membre du Parlement. Après cette vie bien chargée en politique, vous êtes aujourd'hui la présidente, vous le disiez, de la Gymnastic Ethics Foundation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ses missions et sur son fonctionnement ? Alors, la Fondation éthique de gymnastique est une fondation indépendante de la Fédération internationale de gymnastique. La Fédération internationale de gymnastique regroupe des fédérations nationales. Et ces fédérations nationales sont au premier plan pour lutter contre les cas de harcèlement, les cas de mauvais traitement des athlètes. C'est un monde particulièrement difficile. Le harcèlement, c'est un abus de pouvoir. Or, les athlètes sont, disons, assez facilement soumis dans la mesure où ils veulent être champions. C'est très très dur comme apprentissage. Ils sont soumis à des règles non seulement psychologiques, mais à des règles physiques. Tu es trop grosse, tu n'arriveras jamais. Voilà. Et donc, si les fédérations nationales qui sont au premier rang pour lutter contre des phénomènes de harcèlement ne font pas correctement leur travail, à ce moment-là, les athlètes ont la possibilité de s'adresser à la Fondation éthique de gymnastique, qui est une fondation indépendante qui traite les cas. Et c'est pas facile, parce que si on a un cas, par exemple, qui s'adresse à nous, d'abord on examine si le cas est crédible, si la fédération nationale a été saisie du sujet ou pas. Si elle ne l'a pas, nous mettons en place une commission disciplinaire. Et cette commission disciplinaire va écouter les témoignages des uns et des autres. Et ensuite, nous décidons de sanctions éventuelles contre la Fédération nationale, contre le coach en question, contre le président de la Fédération nationale, qui peuvent aller jusqu'à la suspension. Donc on est véritablement saisi d'un pouvoir de sanctions. Sanctions contre les fédérations nationales et sanctions contre les individus. Moi, je pense, et on a au début, ça a été très difficile de convaincre les fédérations nationales d'accepter cette fondation indépendante, mais je dirais que malheureusement, ça marche très bien et qu'on a de plus en plus de cas. On traite actuellement une 50aine de cas par année qui nous arrivent et qui ne sont pas le reflet de tous les cas de harcèlement, puisque, encore une fois, les fédérations nationales sont au premier chef. Donc c'est là que je vois concrètement que ce sont des cas complexes, difficiles à évaluer, et que je pense qu'une instance indépendante assortie d'un certain pouvoir de sanctionner est quelque chose d'important pour les victimes. Parce que souvent, si elles doivent s'adresser à leur hiérarchie, elles n'osent pas porter plainte, elles n'osent pas se manifester, elles n'osent pas parce qu'elles sont traitées en victimes, elles se sentent elles-mêmes un peu coupables. Donc le fait de pouvoir s'adresser à une instance
complètement indépendantes de leur fédération nationale est vraiment un avantage. Vous m'expliquiez quand on a parlé en amont pour préparer cette table ronde que la fédération agissait en fait comme un tribunal, donc avec tous les droits. On a un pouvoir disciplinaire et on peut prendre des sanctions. On agit aussi en amont pour essayer d'encourager les fédérations nationales à prendre un certain nombre à adopter un certain nombre de règles, à être attentifs au cas de harcèlement. Mais notre principal rôle, en fait, on a été créé pour agir comme un tribunal, sur demande d'ailleurs, avec l'accord de toutes les fédérations nationales, puisque la décision de nous donner un budget et de créer les statuts de la Fondation éthique ont été prises lors d'un congrès de la Fédération internationale de gymnastique. Mais c'est parce qu'il y avait une telle pression publique sur le monde du sport, parce que ça fait la une des médias, parce qu'il y a eu des gens qui se sont exprimés. Alors, c'est pas suffisant de s'exprimer dans les médias et de donner un moyen d'expression aux victimes de harcèlement, c'est pas suffisant. Mais là, ça a créé une pression. Après, on a connu des cas en Suisse, dans le monde de la gymnastique artistique, notamment, où notre fondation a été appelée à donner une expertise sur la manière dont fonctionne la fédération suisse de gymnastique. Et on a pu participer à l'élaboration de règles. Et donc, on essaye de faire de la prévention, ce qui, finalement, ça serait vraiment utile avant d'arriver au... Mais si les fédérations nationales ne se comportent pas suffisamment fondamentalement contre le harcèlement et ne prennent pas des mesures, alors les cas viennent chez nous. Et ça augmente, comme je le disais, de plus en plus, chaque année, ça augmente. Alors, merci infiniment, Madame Calmiret. On va rentrer encore un peu plus dans le harcèlement, cette fois-ci le harcèlement sexuel avec vous, Gaïa. Vous êtes la responsable au monde de la prévention du harcèlement sexuel pour l'OMS. Donc, le bien-être et la santé des personnes est au cœur de vos préoccupations, ainsi qu'à celles de vos préoccupations personnelles et celles de l'OMS. Est-ce que vous pourriez nous décrire votre mission au sein de cet organisme et les défis auxquels vous êtes confrontés? Thank you so much for having me on such a illustrious panel. It's really an honor to be with these panelists. So what's my role? I'm a medical doctor, a public health expert. But for 20 years, I worked in health emergencies. Ebola response, in the front line, in visiting countries. And then a terrible scandal broke out with reports in the media of 83 cases of sexual exploitation and abuse in the 10th Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo. So we were in a very dangerous area, deadly outbreak. But the people who are meant to help and protect were sexually abusing communities. About 21 of these belong to WHO, but the others were different agencies. And I think we were really shocked because as a medical practitioner, as a health person working in a health organization, actually my team is over there, and we were all absolutely heartbroken when we heard that harm had come from our hands. And this started the beginning of something very different in the World Health Organization. The Director General asked me, because I have experience in WHO, but also because I'm very argumentative and I'm known for speaking up, he asked me whether I would take this on. And I said yes, because I really am proud to work for the World Health Organization, but I was very ashamed of our behavior. So my role now is the director for the prevention and response to sexual misconduct. We include sexual exploitation and abuse of communities, but increasingly sexual harassment in our workplaces. And I can tell you it ranges from inappropriate jokes all the way to sexual assault and rape. Now, I think we were talking before the panel, and I was talking with Madame Calmiret just to say, women in society, 1 in 3 have experienced intimate partner violence. And these same behaviors come into our workplace. And as was said before, sexual harassment is not about sex. It is about abuse of power.
And WHO is an old organization. We celebrate 75 years this month. And in old institutions, which were built by men, for men, led by men, you can see how these components of power differential are created. And when power differential comes together with opportunity, comes together with impunity, meaning you can get away with anything, whether it's sports or hospitals or schools or UN, people will try to get away with what they can. So my job is not an easy one, but I really feel not just my team, but my whole organization and our Director General, who is a man, but a man who is shocked by this, has asked us to lead. And I currently run a 3-year program to change our systems from policies all the way to practices. So words are not enough, but we really need to do our practice. So I have this new job. It's a terrifying job, but it is a great job because I think we can change our organization. But there are many, many barriers, as many would tell you. Excellent. And si vous regardez bien, elle a je vais faire souvent l'anglais en français, elle a une broche qui est marquée « No excuse ». Donc c'est pour montrer à quel point elle porte cette mission. Merci beaucoup Gaïa. Alors, cette journée internationale, on l'a voulu vraiment internationale et on a eu la chance, à la dernière minute, d'avoir une participante extraordinaire. C'est Eleanor qui est arrivée hier soir, il me semble, du Nigeria. Pas que pour cette journée internationale, quand même. Elle avait d'autres obligations sur Genève. Mais voilà, pour cette journée, je me suis dit, il fallait qu'on parle d'un continent. Non pas parce que je suis issue de ce continent, mais parce que c'est le continent qui a la population la plus jeune aujourd'hui. Je parle de l'Afrique. La moyenne d'âge est de 19 ans. Et c'est pertinent de se poser la question de savoir quels sont les principaux, en fait, Eleanor, ce qu'on aimerait comprendre ici ce soir de votre point de vue maintenant, quels sont les principaux défis auxquels les individus font face en matière d'inclusion dans le monde du travail en Afrique. On se doute que ce n'est pas la même chose qu'en Europe. Probablement que la question du racisme y est moins présente. Mais il y a la question de l'albinisme. Mais alors, de votre point de vue, ce que vous voyez sur le terrain, parce que vous êtes aussi, oui, je le rappelle quand même, présidente de l'Association internationale des femmes médecins. Vous êtes également consultante en développement international. Vous faites partie de board de plusieurs organisations internationales. Donc, vous avez vraiment cette vision globale. Alors, comment ça se passe en Afrique? Quels sont les principaux défis de l'inclusion dans le monde du travail? Thank you, Joelle. Permit me. I thank the translator for translating the questions. First of all, congratulations for organizing this panel, and to thank my fellow esteemed panelists and the audience for this opportunity. I'll speak broadly from the African perspective. It might interest Dr. Gaia to know that I actually did a podcast in which I interviewed a young lady called Nellie Payton. And she was a journalist who apparently spilt the beans about what was going on in the DRC. And I thought I would chip that in because when we do have harassment in the various forms that the previous speakers have so eloquently outlined, and those very really scary figures that you started with, Joelle, it makes us realize that harassment, as you know, we're calling it harassment here, but there are the different ramifications, as Dr. Gaia eloquently said. It's not just a thing, it's an action by persons or a person
And therefore, the solution also has to be by persons. So when you look at the flip side, for example, of inclusion, it means that inclusion has to be an act. And when we had the paper in the beginning, and, you know, we were reminded that we're individuals. In fact, my mother said to me, the mold was broken when you were born. So we all have, as individuals, what we bring to that world of work. We want to be protected. We want to ensure that we are respected and that people treat us with the dignity that every human being deserves, no matter our vulnerability. Africa is a place where we do have an ingrained patriarchy, and we cannot dissociate that cultural milieu of patriarchy from what we take to work. So a quick example, I give myself as an example, I was born not preferred because I come from a culture where as a girl, I was not preferred because there's a culture called son preference. So in our local language, when they say, why are you grimacing and twisting your mouth like a woman who has given birth to a girl? Right? So when you're born not preferred and the boy child is preferred, then, you know, you find that a lot of, whether it's education, whether it's the inheritance, goes to the boy. So I just want to make the point that where you talk of harassment, we shouldn't have it in a silo. Let's look at it more holistically and broadly and look at it in the context in which the society or community operates, even though we're looking at companies or we're looking at sports constituencies or we're looking at the big organizations like the WHO. Thank you. Merci beaucoup, Eleanor. Je vais passer la parole à notre seul homme du panel qui a la grande responsabilité de porter la parole de tous les hommes de cette terre. Je plaisante, mettre un peu de pression. Alors, attendez. Donc, Tal Schibler, vous êtes ici en tant que président de la Fondation Foyer Handicap, mais je dois quand même mentionner votre deuxième métier parce que c'est ça qui va amener la question que je vais vous poser après. Vous êtes également avocat. Donc, avant de venir sur la question du handicap qui est très spécifique, on en parlera dans un deuxième temps, est-ce que vous pourriez nous donner, maintenant qu'on a vu, on a entendu parler des exemples de harcèlement, de comment l'OMS gère ça, des spécificités ou de la problématique du patriarcat qui est encore très forte en Afrique. Une définition du harcèlement, sans aller trop dans le côté technique, mais qu'est-ce que c'est que le harcèlement et le harcèlement au travail ? Très bonne question, difficile question. Tout d'abord, merci Joël de m'avoir invité. C'est un honneur de partager ce panel avec des éminents panélistes et pour avoir été dans la confidence de l'origine de ce projet, je voudrais te dire bravo et à Maya aussi. Vous avez avec persévérance amené ce qui était une idée il y a encore une année et demie peut-être à maintenant le premier anniversaire de cette journée sur ce thème important et puis on le voit avec la présence nombreuse ce soir. Il y a maintenant des relais pour porter ce message ici et ailleurs, partout dans le monde. Et donc, bravo pour cette
pour cette réussite. Pour répondre à la question maintenant, on a eu effectivement quelques éléments qui montrent que la réponse à donner est difficile. Et alors là, c'est le juriste qui prend le relais. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans les différents ordres, on va tenter de donner des réponses et des définitions juridiques à ces éléments qui sont des éléments de fait, qui sont des manifestations de posture et de comportement que l'on rencontre partout dans le monde. Alors, pour être bref et résumer, peut-être garder les éléments que l'on rencontre partout, le harcèlement est un ensemble de comportements qui sont fréquents, répétés, dirigés contre une personne et qui ont pour effet que cette personne est atteinte dans sa santé psychique, éventuellement physique aussi. Ces atteintes, ces comportements sont forcément hostiles et portent atteinte dans l'estime de soi, essentiellement dans la confiance en soi de la victime. Je n'aime pas beaucoup le terme, mais c'est quand même ce dont il faut parler. Et alors, en Suisse, on a 3 catégories de harcèlement. On a évoqué le mobbing, on a évoqué le harcèlement sexuel et on distingue aussi la 3e catégorie qui est plus vaste et plus diffuse, qui est les discriminations. Donc voilà un petit peu les 3 piliers. D'autres ordres juridiques ont d'autres classifications. En France, je crois qu'on a 4 catégories différentes. Ça montre bien qu'il y a toute une complexité de comportements qui sont contenus dans cette notion de harcèlement. Et ensuite, c'est effectivement au droit, souvent, aux tribunaux parfois, à donner des définitions plus ou moins adéquates et des réponses, si possible, satisfaisantes aux problèmes de fait, aux problèmes de terrain. Merci pour cette définition. Une question qui me vient tout de suite après, c'est depuis 2018, avec l'avènement du mouvement MeToo, est-ce que vous avez observé une hausse du nombre de plaintes pour harcèlement sexuel ou pour mobbing au travail en Suisse? Je ne suis pas sûr si les statistiques donnent vraiment qu'il y a une hausse dans le nombre de plaintes et de cas. C'est sûr que le mouvement MeToo a délié les langues, a désinhibé certaines personnes, certaines victimes. J'utilise à nouveau le terme à défaut d'en trouver un. Des cibles. Des cibles. Et ça a désinhibé, je ne dis pas facilité, parce qu'il est toujours difficile pour la cible qui est forcément fragilisée parce qu'elle a subi, il est toujours difficile de parler et de dénoncer. Statistiquement, je ne crois pas qu'il y a que MeToo a vraiment augmenté le nombre de cas qui finissent devant des instances judiciaires ou arbitrales ou professionnelles, mais il y a certainement plus de cas qui sont dénoncés, mais peut-être tout simplement dans le cadre professionnel, sans aller plus loin, dans le cadre familial, dans le cadre associatif, mais que le nombre de cas qui aboutissent par des sanctions est augmenté, j'en suis pas sûr. Alors, une autre question, mais vous n'aurez peut-être pas la réponse, puisqu'on sait que les statistiques se font très rares sur ces sujets. Oui. Quelles sont les chances de succès d'une victime, on dit victime, dans un procès au prud'homme en matière de harcèlement sexuel ou harcèlement moral? Est-ce qu'il y a des statistiques? Le but, c'est pas de faire peur et de décourager les personnes, mais c'est de se confronter à la réalité une fois de plus. Alors, c'est peut-être pas le but, mais ça va quand même être probablement l'effet.
Là non plus, il n'y a pas de statistiques. Bon, déjà en Suisse, vous savez, avec les systèmes cantonaux, c'est très difficile alors on peut comparer peut-être avec quelques cantons qui publient des chiffres. Là, j'en ai pas véritablement. Mais globalement, avant de parler des chances de succès, il faut se rendre compte de la difficulté pour une cible, pour une victime, parce que là, on est en face d'une victime. Il est extrêmement difficile pour elle de parler et ensuite de faire le pas, de partir dans un processus qui va être long, qui va être pénible, qui va être difficile, qui va être coûteux, qui est incertain. Et donc, à l'évidence, il faudrait que chaque écart, chaque comportement répréhensible soit dénoncé et sanctionné. Mais dans la réalité, c'est évidemment très peu probable que ça le soit, c'est impossible que ça le soit, et c'est le problème avec les systèmes judiciaires et organismes qui sont en place aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une réponse adéquate. Et le conseil à une victime d'aller en procédure doit être fait avec circonspection parce que ça va être long et pénible si elle en a la force. Long, coûteux. Et coûteux. Mais alors, on a peut-être quelque chose qui va pouvoir nous aider. C'est la fameuse convention 190, comme on dit en Suisse, 190 de l'Organisation internationale du travail. Donc depuis 2019, il y a une convention qui est la première convention qui donne, la définition internationale de ce qu'est le harcèlement au travail. Deuxième chose, cette convention, entre guillemets, demande aux pays signataires de mettre en œuvre des mesures pour accompagner les victimes. Et cette convention, elle formule une interdiction très formelle de harcèlement, contre le harcèlement et contre les violences faites au travail. Alors, Madame Calmiret, là, je me retourne vers vous parce que la convention a été aujourd'hui ratifiée par, je pense, une vingtaine de pays, dont la France et des pays limitrophes de la Suisse, mais elle n'a pas encore été ratifiée en Suisse. Elle a commencé à l'être. Alors, c'était intéressant, c'est 4 jours avant qu'on lance la journée internationale, le 18 mai 2022. On était en train de préparer le lancement et on a vu que cette convention, il y avait un texte qui avait commencé à être ratifié par la Suisse. On s'est dit avec Maya, mais magnifique, enfin. Voilà, l'alignement des planètes, c'est bon. Et puis, il y a eu comme un rétropédalage. Aujourd'hui, le texte est retourné, il doit être, j'ai cru comprendre, remis en votation. Alors, je ne maîtrise pas le système, justement, des lois et des votations en Suisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Micheline Calmiret, pourquoi c'est si compliqué pour la Suisse d'adopter une convention qui a été ratifiée par des pays limitrophes, et surtout la Suisse qui est pays hôte de l'OIT? Ouais, écoutez, avant de parler de la Convention, moi, je ne mettrais pas trop d'espoir dans le fait de ratifier une Convention internationale. D'ailleurs, dans son message, le Conseil fédéral, c'est-à-dire le gouvernement suisse, disait que de toute façon, ratifier ne coûterait rien parce que notre loi sur le travail amène déjà suffisamment de mesures efficaces pour lutter contre le harcèlement. Or, quand on voit la quantité de cas et quand on voit la difficulté pour les femmes de porter plainte et de témoigner, parce qu'il faut bien voir que le harcèlement, c'est un abus de pouvoir. Et alors, vous allez devoir témoigner contre un supérieur hiérarchique, contre votre patron. Vous allez certainement perdre votre place. Vous êtes psychologiquement affaibli, parce que le harcèlement vise à détruire une personne, vise à lui enlever sa personnalité, vise à l'humilier. Souvent, elle est d'ailleurs en arrêt maladie et c'est des procédures qui durent très très longtemps. Donc, elle va avoir de la difficulté à témoigner, à porter plainte. C'est pas une convention du BIT, du Bureau international du travail, qui va régler le problème. Bon, ceci étant, vous avez bien raison de dire, mais alors, si ça fait aucun effet puisque notre législation est déjà si formidable et si efficace, pourquoi est-ce qu'on la ratifie pas immédiatement ? Alors là, moi, je dirais qu'on a un représentant de la Fédération des entreprises romandes et qui pourrait peut-être répondre mieux que moi à cette question-là, parce que, non, mais je m'excuse, parce que j'ai cru comprendre
que à la fois les employeurs et les syndicats sont d'accord avec la ratification. Alors moi, qui ne suis pas dans les processus parlementaires, j'ai de la peine à comprendre pourquoi ça freine quelque part au Conseil des États. Peut-être que vous avez plus d'informations que moi sur le sujet. Non, malheureusement. Mais je crois que le processus parlementaire est en cours et que probablement ça va finir par une ratification. Je pense qu'on a demandé des clarifications. Je ne sais pas de quel côté les demandes de clarification ont été faites, mais je pense que la Suisse ne peut pas se permettre de ne pas ratifier une telle convention. Je veux dire, les dégâts de réputation seraient véritablement trop importants, alors même qu'on se vante d'avoir une loi qui est une loi sur le travail qui permet de lutter contre le... Pour autant, encore une fois, que les témoignages arrivent, que les femmes portent plainte, qu'il y ait les prud'hommes qui se prononcent et qu'il faut avoir vraiment un grand courage pour le faire. Honnêtement, moi, je ne sais pas si je me lancerais dans une pareille aventure qui peut durer des années, qui peut vous détruire, qui peut vous coûter beaucoup d'argent. Le procès Nestlé, m'a-t-on dit, a duré 17 ans. Une femme, 17 ans, vous vous rendez compte, 17 ans, vivre dans cette situation. Je veux dire, on y réfléchit à 10 fois avant de témoigner. Bon, alors, la Convention ne va pas aider. Alors, non, du coup, si on ratifie, mais on est là pour faire face à la réalité et pour trouver des solutions. C'est une bonne chose, il faut la ratifier. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est ratifiée? Est-ce que les lois, on vote de nouvelles lois au niveau des prud'hommes? Qu'est-ce qui se passe en fait une fois qu'elle est ratifiée? Qu'est-ce qui se passe? Le Conseil fédéral, dans son message, dit que de toute façon, la loi suisse est suffisante pour lutter contre la loi sur l'égalité, la loi sur le travail. Alors voilà, les choses. Cette ratification n'induira pas, d'après le Conseil fédéral, des modifications de loi ou d'ordonnance, puisque chez nous, les choses sont en place du point de vue législatif. Ça montre bien qu'on ne change pas la société en changeant simplement la loi. Hein. Ça montre bien qu'il faut encore être actif à côté et qu'il faut encore que les femmes se mobilisent, que les associations se mobilisent. Et à mon sens, qu'on crée des commissions objectives qui permettent aux femmes de s'adresser à d'autres qu'à leurs supérieurs hiérarchiques. Parce que là, on est confronté à un abus de pouvoir et c'est pas la solution. Vous perdez votre travail, vous perdez la considération de vos collègues. Il y aura toujours des rumeurs qui diront « ouais, mais on sait pas très bien, c'est pas prouvé ». Et d'ailleurs, aujourd'hui, Tariq Ramadan, qui est un Genevois accusé de viol, a été acquitté par le tribunal, la Cour correctionnelle du canton de Genève, pour manque de preuves, doute. Donc c'est extrêmement difficile de prouver. Alors, puisque la solution n'est pas forcément d'aller jusqu'au tribunal, en tout cas, il faut réfléchir à 2 fois. Ça veut dire que les solutions... Je n'ai pas dit qu'il faut réfléchir, j'ai dit que, franchement, la femme est dans une situation difficile parce qu'il peut lui arriver... des choses qui sont pas très, enfin, qui peuvent être négatives sur sa vie, sur son psychisme, sa santé morale, sa santé physique. On se lance dans une grande aventure. J'ai pas dit qu'il faut pas y aller. Je dis simplement il faut être conscient que c'est des processus qui sont durs pour les femmes. Il faut être bien accompagné. Il faut avoir le bon avocat. Intègre, qui connaît son sujet et qui connaît bien la loi. Il faut être accompagné aussi au niveau de la santé mentale. Gaïa, vous qui vivez ça de l'intérieur à l'OMS, alors concrètement, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui doit être fait pour prévenir maintenant, détecter et accompagner les cibles du harcèlement, que ce soit harcèlement sexuel ou harcèlement moral. Puis souvent derrière le harcèlement sexuel, il y a du harcèlement moral. Concrètement, qu'est-ce que vous mettez en œuvre au sein de l'OMS et est-ce que vous avez des résultats que vous pouvez partager sans rompre le secret? Yeah. So I want to endorse that laws, and in our case, policies are very important. We saw people got away with this because our policies, which are our laws, were not clear. You have to have that, but you also have to socialize it. A law can't protect you. As the speaker said, there is no incentive for you to go. You have everything to lose. Not just the legal issue, not just the financial, but in your standing, in your family. Women are blamed.
when something happens to them. You have to understand that. So we need laws, we need policies, and that's what WHO has also done. First, we clarified, and we have a very strict law, but we've changed our policy to be victim and survivor centered. So we don't use victim, but we use victim and survivor. That means the burden of proof is lower because it's an administrative process. So we listen to all victim survivors, but as was said, we make it easier for them to report. But if you ask what we do, you know, I'm sure many of you, maybe all of you, have experienced some form of sexual harassment. I know I have. So what happens, it doesn't matter what an organization or a country or a court does. It takes something from you. It takes a great deal from you. So actually, the best way to address is to prevent it. Once it happens, we are trying to catch up. But you will never catch up with the damage done to a person. I'm not talking about frivolous acts. I'm talking there are serious acts that are happening, right? So prevention you have to put 90% of your efforts in prevention. What does that mean? When we hire people, we screen them. So the UN has a database. So we ourselves, when we have offenders, we put them on the database so they can never be hired back into the system. So that's a good deterrent. You have to make sure every member of your personnel, doesn't matter how far, in Northwest Kivu, right, knows, and Nigeria has many, is a massive country, if they know what the standards of conduct. So a lot of training, a lot of investment, but a lot of honest conversations. Last week, I started an open door, virtual open door. 800 people turned up live for a 30-minute open door. They had 50 questions. So engaging people. Actually, somebody asked me, is love prohibited at WHO? Because the rules, I said, no, love is not prohibited, but abuse is prohibited. So to have the frank conversation, not just from a legal point of view, but the way we have a conversation, to turn it away from legal definitions into lay language. We set a standard. So a lot goes into prevention, a lot of training. And in public health, we call this primary prevention. You stop something before it happens. You give a vaccine, you do a screening before it happens. Then we go to secondary prevention, which is when something happens. You have to act on every event. You have to get people to trust the system, to report safely, because again, no incentive if you're going to lose your job or you're going to be stigmatized. And if you're a woman, you will be told you're being too sensitive, you're being too aggressive. He didn't mean that. Women will tell you, oh, that's just the way he is. He's done worse to me. You should deal with it. These are the many things that we tell women and girls, right? So investigations have to be victim-survivor centered. It cannot be done by auditors and people who don't understand what trauma is, psychological and sexual trauma. Sexual trauma takes a part of you that you will never regain. You will never regain. You will never see yourself in the same way. You will be a transformed, often a lesser person in your own eyes. So the investigators have to be sensitive. They must not be accusing the victims. The burden is all on the victims to prove it, not on the perpetrator. And at the same time, you have to do tertiary prevention, which is to prevent further damage. Immediately provide support. Medical, psychosocial, legal, whatever support is needed. But it must be safe support. It must be confidential support. No powerful woman wants to be a victim, regardless of what happens to her. And if you take an organization like the World Health Organization, we are professionals, experts, right? We are the best, if you like, in certain areas. So it's very difficult for us even to admit we are victims. So I think we have to take that approach of primary, secondary, tertiary approach. That requires us to deal with culture, which is the most important thing. But Joel, just think, actually, as I was coming in and we were having a glass of water, my colleague Mara, who's there, she said, if we told a man, you get a job and you go, but you have 1 in 3 chance of being sexually harassed, would he go? But this is what we are asking people to do.
you can expect a 38% likelihood of sexual harassment happening to you if you work in the United Nations. And this is a group of professionals who are supposed to be even higher moral standard, higher conduct. So really, I think we should have conversations that everybody understands. Not legalese, not politics, not policies, but really say why we are doing this, not only what we are doing. I have 2 children who are entering the workforce. One is a medical student who will go into the workforce. Health sector, 70% of the health sector is delivered by women, but it is run by men. And sexual harassment in medical fields is very, very high. Same, my son in the legal field, right? He probably won't be sexually harassed, but he would not be included because he happens to be as dark as your jacket, right? He has a name, although he's Swiss, that nobody can pronounce. So for me, this is very real. This is about my colleagues, this is about my children, this is about my friends. This is not abstract. And I think that's what we need to do in the workplace. We have to figure out anybody who's targeted could be your sister, could be your daughter, not just somebody, not just a statistic. So I think we have to have a movement where we talk about this, but we offer all the support and the organizations take action. Great, thank you so much. Un jour, témoin, le lendemain, la cible. Ce n'est pas parce que ça ne nous arrive pas directement que ça ne va jamais nous arriver. Et là, j'aimerais parler d'une autre forme de discrimination, enfin une forme de discrimination qui est très présente dans la société, dans les entreprises, c'est le handicap. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'on est handicapé. Non, le handicap, il peut être de naissance, mais on peut également le devenir par un accident de la vie. Et j'aimerais mentionner ici, Covid-19. Il y a beaucoup d'employés aujourd'hui à Genève, pas que à Genève d'ailleurs, dans le monde entier, qui perdent leur emploi. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui font un Covid long. Donc au bout d'1 an, 2 ans, ces personnes ne sont pas revenues à 100% de leur capacité. Et ces personnes sont aujourd'hui discriminées, il faut le dire, et elles perdent leur emploi. Et ces personnes, en fait, ont un handicap. Donc, Tal, je reviens vers toi cette fois par rapport à ton rôle au sein de la Fondation Foyer Handicap. Est-ce que, avant que je te pose la deuxième question, tu peux nous dire rapidement la définition du handicap, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui est considéré comme un handicap dans la société ? Alors là, c'est de nouveau difficile à être bref parce que, comme tu viens de le dire, et alors je vais peut-être donner un chiffre, on considère en Suisse qu'il y a 1,8 million, donc à peu près 20% de la population qui souffre d'une forme de handicap. Donc, c'est 20%. Donc il y a vraiment toutes les formes de handicap, celles les plus évidentes et celles dont nous nous occupons à la Fondation Foyer Handicap, c'est les handicaps physiques, c'est celui que l'on voit parce que les personnes sont en chaise roulante ou en tout cas sont handicapées physiquement dans leur motricité, dans leur mouvement. Mais il y a tous les handicaps invisibles ou difficilement visibles. La surdité, la malvoyance et j'en passe. Donc voilà, il y a autant de définitions du handicap que de formes de handicap. Et on est quand même en train de glisser maintenant vers cette définition ancienne de dire que le handicap, c'est le handicapé ou la personne handicapée est quelqu'un qui est différente, qui a un moins, vers une notion et une définition beaucoup plus inclusive qui veut dire, et comme le disait Gaïa tout à l'heure, nous sommes tous différents, nous avons tous nos spécificités et nous avons tous notre place dans la communauté, dans la vie, avec nos spécificités. Et c'est à la communauté à s'adapter, à ajuster pour que chacun ait sa place, et c'est non pas aux personnes souffrant d'un handicap ou de l'autre de s'adapter, de faire en sorte que, ou d'être mis à l'écart avec les aides, des subsides, des entourages et des aménagements. Mais on doit les avoir, ces aménagements, d'abord dans la tête. C'est une question de tournure d'esprit, de compréhension et d'intégration de ce que c'est que la diversité.
Et puis ensuite, de faire les aménagements, souvent physiques et matériels, pour permettre aux personnes de participer à toutes les activités, que ce soit au travail, que ce soit sportif, que ce soit culturel, en fonction de leurs possibilités, en fonction de ce que leur handicap leur permet de faire, bien entendu. Ça fait presque 10 ans que vous êtes président de la Fondation Foyer Handicap. Est-ce que, quelles sont les améliorations? Parce que j'ai envie de croire qu'il y a eu des améliorations entre-temps. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a évolué en positif au niveau de l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail? Est-ce qu'on observe une plus grande facilité à les accueillir, à ce qu'elles trouvent un travail? Oui, mais c'est lent. Alors, il y a en Suisse, on parlait des 20% de personnes qui souffrent d'un handicap. 2/3 d'entre elles travaillent. Mais je ne suis pas sûr de la statistique de où elles travaillent. Est-ce que c'est dans le marché ouvert, normal, ou est-ce que c'est, par exemple, comme dans nos entreprises sociales, dans nos ateliers protégés, qui était le terme que nous utilisions avant, à la Fondation Foyer Handicap, mais dans d'autres fondations, où là, évidemment, on les occupe à des... Enfin, c'est un endroit de production, un endroit de travail qui est conçu et adapté pour leur situation particulière. Est-ce que véritablement le marché du travail, le monde du travail accueille plus facilement des personnes avec des handicaps, je dirais, moyens à lourds? Ça, j'en suis pas sûr. Je pense que là, l'évolution, il y a une prise de conscience certainement, mais c'est pas encore tout à fait entré dans les... C'est pas les mœurs, mais c'est dans les réflexes, dans l'habitude, et donc dans l'aménagement pour accueillir, pour former, pour accueillir les personnes en situation de handicap, mais pour aussi former et faire en sorte que les autres personnes accueillent et fassent la place, incluent dans leur organisation, dans leur entreprise, des personnes qui sont en but à un handicap. Alors, la solution, une fois de plus, elle serait peut-être dans la prévention, mais pas que. Je pense qu'à un moment, il faudrait être un peu plus proactif. Et là, ça va m'amener à ma prochaine question pour vous, Madame Calmiret. Mais avant de poser ma question, je vais voir si sur le plateau, sur le panel ou dans la salle, vous savez qui a dit cette phrase. Sans les quotas, on trouve des excuses. Avec des quotas, on trouve des solutions. Qui a dit ça? Alors, c'est la directrice de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a dit cette phrase et que je trouve très intéressante. Alors, je ne donnerai pas mon avis si je suis pour ou contre les quotas. Ce n'est pas le but. Mais je sais qu'en Suisse, depuis 2021, les sociétés doivent désormais compter au moins 30% de femmes au sein de leur conseil d'administration. Après, je te demanderai, Tal, si tu sais s'il y a des quotas pour le handicap. On en parlera peut-être après, où tu pourras rentrer dans la discussion. Aujourd'hui, c'est entre 200 et 250 entreprises qui sont concernées par ces quotas en Suisse. Par contre, aucune sanction sévère n'est prévue en cas de non-respect de ces prescriptions. Mais les entreprises sont tenues d'expliquer publiquement dans leur rapport de rémunération pourquoi elles n'ont pas atteint les quotas. Donc en fait, c'est un système qu'on appelle « comply or explain », respecter ou s'expliquer. Que pensez-vous de cette approche dite respecter ou s'expliquer? Écoutez, moi je suis une femme quota, alors je peux être que favorable au quota. J'ai commencé ma carrière politique contrainte et forcée parce qu'on m'a mis, vous savez, il y a quelques années, il fallait faire sur les listes électorales de la place pour les femmes. Voilà, on faisait des listes 50% hommes, 50% femmes. Alors, dans mon parti, on n'avait pas assez de femmes. Et moi, je venais d'adhérer à un parti politique. On m'a dit, ça fait rien, tu ne seras pas élu, mais on te met sur la liste. Allez, pour faire les 50%. Alors, j'ai été sur la liste, j'ai été élue. Mais voilà, donc moi, je suis favorable. J'ai entendu le cas d'une entreprise, par exemple, qui
devait faire un rapport justement pour expliquer pourquoi elle n'avait pas pu engager une femme cadre. Et le fait d'avoir dû expliquer à sa centrale, c'était une filiale, qu'elle n'avait pas pu engager pour telle ou telle raison, avant de faire le rapport, elle a quand même essayé de faire encore un round de recrutement supplémentaire et elle s'est adressée aux hautes écoles suisses et elle a fini, cette entreprise, par trouver une femme. Il y en avait, mais ça demande un effort. Ça demande un effort et le fait de devoir expliquer pourquoi vous n'avez pas trouvé de femme, c'est déjà un pas en avant, c'est déjà le fait qu'elle doit faire un effort et réfléchir et aller rechercher des candidatures. C'est vrai que les femmes, on a un grave défaut, on se sous-estime souvent. Et donc là, il faut que les entreprises fassent un petit effort pour trouver des femmes. Mais elles existent. Et elles existent. Et on n'aura plus besoin des quotas quand les femmes s'estimeront aussi compétentes que des hommes pour le même poste. Alors, Tal, est-ce qu'il y a un quota ou une loi, est-ce qu'il y a des quotas pour... En France, ça existe, par exemple, les quotas pour les personnes en situation de handicap. Je précise juste pour la question précédente, ce sont en Suisse que les entreprises cotées qui ont ces contraintes, pas toutes. Oui. Je le dis à l'adresse des personnes qui viennent de l'étranger, on n'est pas si avancé que ça quand même. Pour le domaine du handicap, non, il n'y a pas de quota. Alors, effectivement, en France, il y a une obligation, je crois, pour les entreprises, c'est quelque chose comme au-delà de 20 employés, il faut avoir engagé 6%. On a des Français dans la salle. Voilà, vous me corrigez s'il y a quelqu'un de France qui connaît le... Sinon, ils payent une amende. Certains préfèrent payer l'amende. Alors, je crois que non seulement certains préfèrent, mais après, il faut aussi trouver les 6%. Et ça, voilà, il faut que le handicap subi permette de travailler. Voilà, il faut une adéquation entre l'offre et la demande, la recherche d'emploi et les postes à disposition. Donc, sur la question des quotas, je suis par principe pas pour, mais je pense que c'est le meilleur moyen de repousser, de forcer un peu les limites qui ne se peuvent. Non, mais par principe, si on pouvait ne pas passer par ça, parce que ça crée d'autres distorsions qui ne sont pas bonnes, il y a des effets pervers au quota, mais je pense que c'est la moins mauvaise solution. Et peut-être que pour le handicap, c'est aussi la moins mauvaise solution qu'il faudrait instaurer pour accélérer. Avant que ça entre dans les mœurs. Si on le fait pour le handicap, si on le fait pour la question du genre, à ce moment-là, il faudrait le faire pour toutes les autres formes de discrimination. Qu'en pensez-vous? La question, elle est pour tous. Hein. Well, I'm a hard negotiator. So I'm going to negotiate with Joelle since I was missed in the last round to take twice the amount of time. Is that all right? You were not because I had on purpose, yes. Thank you. You're so gracious. Well, absolutely. You know, when you're looking at harassment in the world of work, first of all, you have the 3 S's. You know, survivors may be silent, all right? They may think of stigma. And in order for them to have a platform, for them to speak up, the space has to be a safe one in which their voices can be heard. But confidentiality needs to be assured. But here's the thing. When somebody is being harassed, sometimes it's in private. However, most of the time, it's where you have others. And it's no longer acceptable for those who are in the vicinity
or constituency to remain silent themselves. So being a bystander is not acceptable. Having said that, there's a caveat to that. One needs to have been trained in a very minimal or maximalist way to how to report. So let's say you're in a work environment, and I'm coming to your question, and you're a woman or man of color, and you're being harassed on account of color, or maybe you've got a funny accent, and in that space of work, others see that it's happening day in, day out. Fine, the burden is on you to report it. But by virtue of a stigma, a silence, or shame that you might suffer, you might not have the courage to speak up. So there is that onus on those who are working with you in that environment to report on your behalf, to say, because silence is a type of acquiescence. We can discuss that further, but you see somebody persistently, continuously being harassed, and if you yourself don't do anything, and you know that the survivor, by virtue of, just as you've eloquently spoken, by virtue of that unequal power relationship, is unable to talk, or they might be, in a word that I don't like to use, but in the minority. So it could be one form of vulnerability or the other. And having seen the Me Too movement, having seen the Black Lives Matter movement, we do recognize the reality. It's not theory. It is very real, where you're constantly having to prove yourself, or you cower, or you're scared of going to work. And the mental health, let me put on back my medical women's hat now, the mental health deleterious effects of people walking around with unseen scars that they're having to deal with daily is a reality. And the solution, we've mentioned some here today, but that prevention education is crucial. And for anything to work, there has to be set aside, ring-fenced, dedicated funding so that people like Dr. Gaia, and forgive my pronunciation, Madam Kamide can, Kamire, Madam President, can do their work effectively. Lastly, in my language, there's a proverb that says, when you wake up, that is your morning. Now that we're waking up, the day has started for us to commemorate, as you have started this great work, this International Day Against Harassment in the world of work. I negotiated my double time and I've taken it. You have one more question, Rab. L'Afrique, c'est le continent le plus jeune aujourd'hui, mais c'est également ce qu'on considère comme le nouvel Eldorado, parce qu'on est dans un contexte mondial qui voit la raréfaction des ressources naturelles. Donc on voit de plus en plus d'entreprises qui vont s'installer en Afrique. Alors ma question, Eleanor, un chiffre très important concernant l'Afrique,
c'est que bien évidemment, comme les autres continents, les femmes représentent la moitié de la population, mais elles contribuent à 62% de la production économique. Cependant, seulement 8,5% d'entre elles occupent un emploi salarié. Et en fait, l'Afrique est devenue le premier continent en termes d'entrepreneuriat féminin, avec 27% des femmes qui créent une entreprise, ce qui constitue le taux le plus élevé à l'échelle mondiale. Donc, Eleanor, ma question pour vous maintenant, quels sont les défis qui se posent aux organisations qui souhaitent s'implanter sur le continent africain? Parce qu'on parle d'inclusion dans le monde du travail, on confirme et on mentionne et on rappelle que l'inclusion permet aux entreprises d'être beaucoup plus performantes. Comment ça se passe sur le continent africain pour une entreprise qui veut venir s'installer? Quels sont les défis aujourd'hui? The first thing to realize is the wealth that resides on the continent. I read a piece recently by a Mr. Nwokike that said the best place to find gold is where you found it before. So for businesses coming into Africa, it's for them to come in now with a new set of lenses on. And that lens should be a decolonialized lens, number one. And it's one in which, in the context of what we're talking about today, that do no harm principle. It's a reality for every single one of us in this room. We do have a history of, how our ancestors, started and wars and how development came. So we need to have that in context. But more importantly, businesses coming in, and I call Africa the next frontier for advancement, not just because of the mineral and other wealth that is there, but the human resources. But going back to what I was saying before, it's for us to have a full conversation, making sure that we understand the full context. So contextualization. And that only happens if there is co-creation. So no longer should there be those weird and wonderful and beautiful and flowery concepts that are developed outside of the geography that you're going to. And this isn't restricted to Africa. This is for everywhere that you're going into with the best intentions. Have that deep and full and broad conversation with those for whom you are bringing the development or aid and intend to trade. And with that, they will be able to tell you this business has to absolutely be closed on this particular day because it's our masquerade day or it's our market day. Those sort of contexts. And lastly, there must be co-elevating. What's that co-elevating? The co-elevating means as I intend to rise by investing in trade in this geography, the local and national people rise with me. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Alors, j'avais encore des questions, mais on va arrêter là pour la table ronde et on va passer aux questions du public. Et on a une... Oui. Elles ont les micros. Donc, on va passer aux questions du public. Qui a des questions? Je vois une main.
Bonsoir. Merci beaucoup. Merci pour cette soirée. Merci au panel et merci aux organisatrices. Ma question, peut-être que je vais pas en faire deux pour laisser la place aux autres. Elle s'adresse à la marraine de la journée en premier. Là, on a parlé de harcèlement dans le monde du travail. Et vous étiez en politique. Et je me demandais, quid de ce harcèlement et de l'inclusion dans ce monde-là? C'est pour la question. C'est pour moi? Oui. Ah, pardon. Parce que là, on n'a pas... Écoutez, dans le monde politique, on a pris un certain nombre de mesures ont été prises sous la pression des partis politiques eux-mêmes qui, pour convaincre les électrices de voter pour eux, dans un premier temps, c'était quand même une affaire qui devait leur bénéficier, ont fait des places aux femmes sur les listes électorales. Donc là, il y avait la volonté véritablement. Ça a commencé à se gâter un peu quand on s'est rendu compte qu'il ne s'agit pas simplement d'être gentil et de faire des places sur les listes électorales aux femmes, mais que celles-ci allaient être élues et que celles-ci ont été élues et que par conséquent, elles prenaient des places aux hommes. Et alors a commencé la vraie lutte de l'égalité, c'est-à-dire les luttes pour la place et pour les élections et pour la place dans la liste. Mais dans le monde politique aujourd'hui, en Suisse, le Parlement fédéral a une proportion, je n'ai pas en tête la proportion des femmes au Parlement fédéral, les députés. Je crois que ça augmente gentiment. Les femmes, quand moi j'ai commencé la politique, aux femmes on réservait le social, on réservait, parce qu'il s'agit de ça aussi, hein, c'est où on vous fait confiance. Donc les femmes n'étaient pas dans les finances, les femmes étaient dans les commissions sociales, de la santé, leur rôle traditionnel, là on les acceptait encore, mais dans les finances on les acceptait pas. Moi j'ai eu la charge du département des finances à Genève, tout simplement parce que les finances étaient à l'époque dans un état absolument catastrophique. Et alors évidemment on donne ça aux femmes pour faire le ménage, hein, c'est notre rôle traditionnel. Mais petit à petit les femmes prouvent leurs compétences, prouvent leur crédibilité et elles font leur place dans le monde politique. C'est un monde qui est... La pression populaire, elle est forte dans la mesure où, encore une fois, les partis politiques ont besoin des électrices qui représentent la moitié, le plus souvent, des listes électorales. Donc là, il y a un intérêt évident de mettre en place des femmes. Alors, c'est notre première. Donc j'espère que vous serez un peu indulgents avec nous. On a largement dépassé le temps. Oui. J'aimerais libérer surtout, il y a un dernier orateur ce soir et j'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on l'entende avant de repasser aux questions-réponses, comme ça on peut le libérer. Vincent, toutes mes plates excuses. Tu penses, tu peux attendre encore un petit peu? Ok. Peut-être juste alors une précision parce que notre traductrice n'a presque plus de voix. Oui. Donc on fera la traduction nous. You are free. Voilà, merci. Thank you for your job. Thank you for translating. Thank you for everything. So we will manage the rest, the question and the answers. We will manage this internally. It will not last long because we have the aperitif waiting too, and it's getting cold or warm, or I don't know what. Like 3 maximum questions, and then 1, 2 more questions, and then. I can interpret Vincent's speech, and then I'll leave you to manage the rest of the question and answers. Perfect. Yeah. On écoute Vincent Subidia maintenant, comme ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Rosemary. Je ne voulais pas freiner ce bel élan de questions. Alors Vincent, on va quand même, je vais t'introduire. Vincent Subidia, merci beaucoup d'être là. Vincent Subidia est notre deuxième ambassadeur. J'aime bien les appeler comme ça. On a 2 marraines aujourd'hui, on va en avoir d'autres. Et on a 2 ambassadeurs aujourd'hui sur Suisse.
Olivier Sando, qui est donc le directeur général adjoint de la Fédération des entreprises romandes, qui nous accueille ce soir, et Vincent Subilia, qui est le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie et des services de Genève. Donc merci infiniment. Il devait venir ce soir pour faire le discours de clôture. Ce sera le discours de semi-clôture, puisqu'on va continuer après. Je te laisse la parole. Oui. Pourquoi les deux hommes sont pas parrains mais ambassadeurs et les femmes sont juste marraines? Ah non, alors attention. Alors. Merci, très bonne question. Alors pour moi, les marraines ont une position beaucoup plus élevée que les ambassadeurs. Pour moi, les marraines, c'est en gros, c'est après Dieu, après le ciel, on a la marraine. Voilà. Donc, mais on peut les appeler parrains. Mais je crois que parrain, ça faisait un peu le film, les parrains. Enfin bon, ouais. Voilà. Vas-y, Vincent. Je me satisferai du modeste rôle que vous m'attribuerez. Madame la Présidente, Madame la fondatrice de Résalliance, chère Joël, Madame la fondatrice de Structurel, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions nombreuses et à ne pas douter de grande qualité, il me revient effectivement le vif plaisir et l'insigne honneur de prononcer quelques brefs mots de clôture à l'issue de ce très riche événement dans les magnifiques locaux de nos confrères de la FER, dont je profite de saluer le directeur général adjoint Olivier Sando, auquel j'adresse mes amitiés, mais son siège étant vide, vous le transmettrez et je vous en remercie. Effectivement, on dit souvent des Suisses qu'ils ont des montres, mais qu'il leur manque le temps. Et on vérifie ce soir un paramètre bien connu, qui est celui que les journées n'ont que 24 heures. Et comme on peut rendre les journées passionnantes, à l'instar de cette discussion, on est souvent rattrapé par des contingences matérielles. Mais je suis très heureux, je le dis ici, d'être présent cette journée internationale contre le harcèlement et pour l'inclusion dans le monde du travail, dont je ne doute pas qu'elle sera inscrite au répertoire officiel, au même titre que les nains de jardin, mais dans une proportion bien plus essentielle, puisque le parallèle a été fait, des Nations Unies, puisque j'ai cru comprendre que c'était eux qui tenaient ce registre. Et je souhaitais d'abord remercier les organisatrices de la manifestation qui nous réunit ce soir. Une table ronde de premier plan, laquelle est venue nous rappeler, si besoin était, la nécessité d'engager en tout temps et en tout lieu, et là c'est mon rôle d'ambassadeur ou de parrain, moi j'accepte volontiers, je ne fais pas l'analogie avec quelques mafias calabraises ou d'ailleurs, les mesures qui s'imposent pour lutter contre les discriminations dans l'environnement professionnel. Les outils ont été largement évoqués, ils vous sont connus, ils doivent être actionnés au quotidien. Dans ce processus qui conjugue subtilement prévention et sensibilisation, qui doit allier incitation et répression, se dégage une certitude qui conforte ma propre conviction: les entreprises font partie de la solution. Et c'est ce constat qui s'avère également probant sous l'autre angle de la durabilité, parce que c'est ce dont on parle, la durabilité avec ses doubles composantes, la dimension environnementale, où là les entreprises ont des responsabilités à assumer, et l'angle social que l'on évoquait. Les acteurs privés, et notamment ceux que représente l'institution que j'ai le plaisir de diriger, la Chambre de commerce, ont un rôle prépondérant. Et ce constat, il est sans appel. S'agissant de la dimension sociale, je reviens aux fondamentaux que revêtent les objectifs de développement durable auxquels nous sommes toutes et tous, pour lesquels nous sommes engagés, dont le 8e, je vous rappelle ici, consacre le travail décent, et le 5e, l'égalité des sexes. Donc on est clairement, on évoquait quelques conventions onusiennes non ratifiées ou non encore ratifiées. C'est important de se rappeler un petit peu ce qu'est le cadre, et ça doit être mes vieux réflexes d'avocat, dans lequel on intervient. Et donc les acteurs économiques sont à mes yeux dépositaires d'une responsabilité, mais ils sont avant tout, et ça c'est aussi ma lecture libérale, responsables, en ce sens qu'ils sont conscients, très largement, des enjeux éthiques, financiers, mais également réputationnels qui dictent la nécessité de lutter contre le harcèlement et donc l'importance de veiller à ce que chaque individu puisse exprimer son plein potentiel dans le cadre de ses activités professionnelles. Et qu'il n'y ait pas, et l'expression m'a beaucoup touché, celle d'un « born not preferred ».
comme on a pu entendre tout à l'heure, c'est-à-dire ce biais que l'on retrouve, hein, et c'est important d'avoir une lecture holistique dans un contexte sociétal, mais que l'on retrouve parfois et qui naturellement fait des ravages. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse, je me permets de le dire ici, c'est peut-être pas très politiquement correct, mais heureusement que l'amour demeure, et au WHO en particulier, love is not prohibited, it's just about abuses as you rightly phrased it. Donc c'est dire si la ligne de crête est parfois compliquée. Mais quel que soit, et on en est tous ici conscients, sa race, sa confession ou encore son orientation sexuelle, chaque employé mérite naturellement un traitement décent. Et il revient à l'employeur d'y veiller sur un plan juridique, d'abord en matière de protection de la personnalité, mais au-delà, dans une lecture plus prosaïque. Parce qu'un collaborateur que l'on valorise, c'est un talent auquel on permet de s'épanouir pour son bénéfice et, in fine, celui de l'entreprise et donc de la société dans son ensemble. Et Tal, tu l'as très justement souligné, il existe d'un encadrement qui est destiné à lutter contre toute forme de discrimination avec l'appui de ce que la loi nous impose d'ailleurs. Et là, je serai un peu plus nuancé dans mon propos parce que j'ai peut-être une confiance injustifié dans notre système juridique, dans notre ordre juridique et dans notre système judiciaire, mais je pense qu'en Suisse, en réalité, le système est bien conçu et fonctionne notamment avec la nomination de ce qu'on appelle une personne de confiance qui, hors hiérarchie, doit pouvoir être dépositrice de ce que sont des cas, notamment de harcèlement, pour permettre ensuite, si besoin était, d'activer les canaux judiciaires. Donc c'est ce à quoi nous veillons. Et l'inclusion, elle se lie aussi dans l'actualité du moment. Et il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, à mon avis, c'est l'inclusion active, et c'est la façon dont on peut témoigner aussi de notre solidarité vis-à-vis de ceux qui souffrent de handicap, quel qu'il puisse être, mais aussi, plus conjoncturellement, de celles et ceux qui sont dans la difficulté. Et c'est pour ça qu'à notre très humble niveau aussi, eh bien, nous avons récemment recruté une réfugiée ukrainienne, PMIS, parce que voilà, ça c'est aussi des actions que l'on peut prendre dans le monde du travail pour justement prôner cette inclusivité et ensuite naturellement veiller à ce que toute forme de discrimination soit prohibée. Je le disais, et j'en suis convaincu, les entrepreneurs font partie intégrante de la solution. Et le bel événement de ce soir, aussi utile encore une fois, Joël, que nécessaire, en apporte la démonstration. Je vous remercie de votre attention. Je vous laisse aux très nombreuses questions, même sans traduction. Où est la traductrice? Did you manage? It was okay? Yeah. You still have some voice? Okay. Donc je vous laisse aux questions, mais encore une fois, bravo pour cette belle journée que l'on va inscrire non seulement à la Charte des Nations Unies, mais au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce qu'il faut se battre comme parrain et comme marraine. Exactement. Donc Vincent, tu viens d'être upgradé au rang de parrain, en plus d'être ambassadeur, et je compte vraiment sur ton soutien, et on compte vraiment sur votre soutien à toutes et à tous, ici également ce soir, parce que cette journée, c'est le début d'un mouvement dont on est tous porteurs. Et vraiment, merci infiniment pour ton discours. Avec plaisir et conviction. Merci. Alors, oui, on l'applaudit très fort. Parce qu'on commence à avoir faim, j'entends les estomacs et on a prévu de quoi manger. Hein. On a prévu que vous n'ayez pas envie d'aller au McDonald's après ce soir. Ce que je propose, alors, c'est pas moi qui décide. Vous décidez. On a une dernière surprise, une dernière vidéo de 2 minutes d'une personne qui devait être là ce soir, mais qui n'a pas pu être là ce soir. Et je voulais vous la passer. Et ensuite, on passe aux questions. Ou alors, on fait les questions pendant le cocktail. Voilà. Exactement. Les questions pendant alors, les donc, questions vous pouvez pendant regarder. On peut descendre. Ouais. Vous pouvez descendre. Oui, merci. Volontiers. Juste. Alors, attends. Oui, juste. On va juste faire ça. Alors, la personne qui n'a pas pu être là ce soir, c'est notre deuxième marraine pour la France. Donc son nom est Elisabeth Moreno, qui est l'ancienne ministre de la diversité et de l'égalité en France. Elle a été ministre de 2020 à 2022. Au-delà d'être ministre de l'égalité et de la diversité,
on a pensé à elle surtout en tant que marraine, parce qu'elle a également été chef d'entreprise. Elle a créé sa propre entreprise quand elle avait une vingtaine d'années. Elle a été patronne de Lenovo en France. Elle a été patronne de Hewlett-Packard en Afrique. Et c'est quand elle était en Afrique du Sud que le gouvernement français est venu la chercher. Donc elle a un message à vous adresser et je vous laisse écouter. Je voudrais dire aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui ont la chance de participer à cette belle journée, je voudrais vous dire que j'ai la conviction que le monde de l'entreprise, qui est le dernier espace du collectif, dans lequel on peut retrouver toutes les représentations de la société, a un rôle fondamental pour la transformation de notre monde. Parce que tout ce qui se passe bien rejaillit au sein de la société et tout ce qui s'y passe mal rejaillit aussi dans la société. L'entreprise devrait faire fi de toutes les différences parce qu'il n'y a qu'une chose finalement qui l'intéresse, c'est la compétence, c'est la performance et c'est l'efficacité des collaborateurs qu'elle recrute. Pour cela, elle doit justement recruter différemment. Pour cela, elle doit avoir une ouverture d'esprit plus grande. Pour celle-là, elles doivent avoir des CEO qui incarnent les valeurs qu'ils prêchent, qui donnent les directives à leurs COMEX, à leurs CODIR de ce qu'ils veulent développer au sein de leur organisation. Et je sais combien elles peuvent devenir exemplaires. Les entreprises existent parce qu'il y a des choses à régler dans une société, parce qu'on a besoin de produits, de services qui vont répondre à des besoins humains. Eh ben, je veux juste vous dire que plus que jamais, les humains ont besoin de vous, pas pour les produits et les services que vous commercialisez, mais pour les valeurs que vous allez véhiculer et que vous avez les moyens de redonner de l'espoir dans le brouillard. Merci. Bon, il se fait tard. Oui, il ne faut pas que je t'oublie. Les questions, donc on est d'accord, les questions, ce sera pendant le Question cocktail. during the cocktail. Parfait. Comme personne n'est frustré. And voilà, one for sure last thank you. It's for sure for all our panelists. It's also for the panelists that were this morning online and that are here tonight. Donc, encore une fois, un grand merci pour l'ensemble de nos panélistes, les personnes qui ont été en ligne ce matin, mais les personnes qui sont également présentes ce soir. Je ne vais pas parler très longtemps. J'ai appris, il n'y a pas longtemps, comment est-ce qu'on applaudit bien. I learned how we applause in the right way. These last days. And our members of Structurel were with us. And we can just do this to thank Joël. It means we need to stand up. Zita, you need to correct. And make a little noise, like wow, wow, you choose. To have the hands in the front of your heart and to clap, you know.